Bonjour, je suis donc Erwan de Barbu, je travaille à l'Adréal, donc Bourgogne-Franche-Comté, et m'occupe d'un service donc on est 16 personnes en Adréal Bourgogne-Franche-Comté qui mesurons les débits des rivières de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc on a à peu près 250 stations qu'on se partage aussi avec les Adréal voisines qui sont plus proches. Et donc au quotidien, tous les jours de toute la semaine et même les week-ends, il y a des petits bonhommes qui sont là pour entretenir le réseau des stations hydrométriques, pour assurer donc la télétransmission et la diffusion des données de hauteur et surtout de débit des rivières de Bourgogne-Franche-Comté. Donc on fait nos mesures, on contrôle, on valide tout ça, les pieds dans l'eau et puis au bureau. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder un petit peu, sortir la tête de l'eau, sortir de la rivière, enlever les bottes, et puis vous présenter un petit peu les retours d'expérience qu'on a eus, notamment sur la sécheresse de 2018, qui a fait des gros titres dans les journaux, dans le Haut-Doubs notamment, et puis étendre un peu l'analyse sur l'ensemble des rivières de la Bourgogne-Franche-Comté, sur l'évolution des débits des sécheresses, notamment au regard du changement climatique. Alors, la sécheresse dans le Haut-Doubs en 2018, en fait, a surpris tout le monde, moi le premier. Alors moi, j'étais là en hydrométrie depuis 2016, donc c'était pas si longtemps que ça. En fait, le Doubs, dans le Haut-Doubs, c'est asséché. Donc le Doubs dans le Haut-Doubs, c'est le petit carré rouge qui est sur la figure, entre Pontarlier et Morteau. Le Doubs dans le Haut-Doubs, à cet endroit-là, on est sur une rivière qui est quand même assez significative, 600 km². Alors ça ne représente pas grand-chose pour les néophytes, mais par exemple, c'est Lyon à Marigny, c'est la Cure à Foissy, c'est Louche à Dijon, c'est le Dessoubre à sa confluence, et puis c'est la Bienne à Geur. Donc après, j'imagine que tout le monde se représente un peu plus ce que c'est. On est sur une rivière qui est assez conséquente, et tout d'un coup, et pendant longtemps, la rivière disparaît intégralement et donne des paysages magnifiques qui font la une des magazines spécialisés en illustration de la sécheresse 2018, qui est un changement climatique. Alors, on va regarder effectivement maintenant, au regard des données historiques des stations hydrométriques locales, si effectivement 2018 est vraiment exceptionnel, ou si effectivement ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Alors, un petit peu de géographie, d'hydrographie locale, avec des stations de mesure des débits. Donc on a le Doubs qui s'écoule de l'amont vers l'aval, donc du sud au nord sur cette partie-là, puis après il revient du nord au sud. Donc on a à l'amont donc la station de l'Abergement Sainte-Marie, qui est en amont d'une retenue artificielle, enfin naturelle mais artificialisée du lac Saint-Point. On a la commune de Pontarlier, donc en aval du lac Saint-Point, qui fait du soutien d'étiage. À l'aval de Pontarlier, il arrive un affluent, le Drugeon. Et puis après, on a le secteur rouge, qui est le secteur où le Doubs se perd complètement, intégralement dans le sol, dans le karst, avec une station hydrométrique, Ville-du-Pont, et puis le défilé entre roches, qui est la photo qu'on a vue tout à l'heure. C'était au niveau du défilé entre roches où l'intégralité du Doubs se perd. Et puis plus en aval, on arrive à Morteau, et puis au niveau de Morteau, on a le rectangle bleu qui est là, qui est en fait la retenue de Villers-le-Lac, le saut du Doubs. Le saut du Doubs, en fait, qui est géologiquement un effondrement des deux falaises, et les deux falaises de chaque côté se sont effondrées il y a 40 000 ans. Et donc cet effondrement rocheux n'est pas complètement imperméable. Il y a des écoulements sous la retenue, mais on a cette retenue qui est mesurée avec une hauteur d'eau par nos collègues suisses, puisque la Suisse est frontalière, qui est mesurée au lac des Brenets. Et puis, pour compléter le système, puisque le Doubs se perd intégralement, mais il se perd, mais tout se perd, rien ne se crée, ou l'inverse. En fait, il se perd, mais il se perd pour aller où? Pour aller sur la Loue, qui est juste à côté, au nord. Il y a des traçages hydrogéologiques qui ont été faits, je ne reviendrai pas là-dessus. Et donc la station la plus en amont sur la Loue, c'est la Loue à Vuillafan, qui est représentée tout en haut, au nord. Alors voilà les évolutions des débits sur la station du Doubs à l'Abergement. Donc j'ai représenté donc les mesures depuis 1960 jusqu'à 2018. Et là, j'ai représenté donc à chaque année le débit le plus faible de chaque année. Et donc effectivement, l'année 2018, qui est toute à droite sur la figure, effectivement, sur la station de l'Abergement, Pontarlier, Vulsin, 2018 effectivement est la sécheresse la plus forte
qui n'a jamais été connu depuis les années 60, avec également, on retrouve les sécheresses des années 1990, 2003 bien entendu, 76, et puis surtout 1960, enfin 60, 61 et 63, enfin 62, 64. Voilà. Pour la Loup à vue à fan, donc c'est le graphique d'en dessous. La Loup à vue à fan, alors 2018, c'est presque le record. C'est juste, elle est à peine plus haute que de 1962, qui était également la sécheresse référente sur le Haut-Doubs. On peut regarder, on peut observer d'ailleurs sur les sécheresses historiques du Doubs-l'Abergement une certaine cyclicité qu'on retrouve un peu sur toutes les rivières de la Bourgogne-Franche-Comté et de la France en général, où en fait on a les sécheresses historiques des années 2018-2020, moins 15 ans, on arrive à 2003, qui était connu pour être une sécheresse historique, moins 15 ans, on est dans les années 90, qui était également sec, mais on était sur une période de débit plutôt élevé, donc c'est passé plutôt inaperçu, moins 15 ans, 1976, également connu. Donc on a une certaine cyclicité de l'ordre de 15 ans qu'on retrouve un peu partout, qui serait liée à des phénomènes d'oscillation des courants nord-atlantiques au niveau mondial. Donc on a une certaine cyclicité, mais finalement le changement climatique qu'on observe aujourd'hui serait plus une répétitivité des sécheresses. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis pour revenir sur la sécheresse 2018 dans le Haut-Doubs, et qu'est-ce qui se passe dans la zone de perte et en aval de la zone de perte. Alors pour la station de Ville-du-Pont qui s'est asséchée complètement, c'est sec. On ne peut pas faire plus sec que sec, c'est sec. Voilà. Donc comment on fait pour caractériser un assec ? Eh ben, on caractérise le nombre de jours consécutifs où le Doubs a été à sec à la station de Ville-du-Pont. Et donc depuis 1978, voilà, j'ai représenté le nombre de jours consécutifs où le Doubs a été à sec à Ville-du-Pont. On retrouve la période des années 90, les sécheresses des années 90, où on avait des sécheresses de l'ordre de 40 jours consécutifs, également dans les années 80. Et là, 2018, là, explose tout, puisque en 2018, on est monté à 140 jours de 2018. Donc là, pour le coup, 2018, au niveau du nombre de jours d'assec consécutifs à Ville-du-Pont, on était sur plus de 5 mois, exceptionnel, jamais vu. Et puis, ce qu'on peut regarder également, c'est le débit des pertes. On prend la somme des débits à l'amont des pertes, on enlève Ville-du-Pont et on voit finalement l'évolution du débit des pertes. Et puis on voit qu'en fait, ces pertes karstiques, c'est un phénomène qui n'est pas constant et qui évolue dans le temps, avec des périodes plutôt hautes, dans les années 90, autour de 4 mètres cubes par seconde quand même, qui partent intégralement dans le karst. Et puis des périodes plutôt basses avec 2018 qui reste exceptionnel en termes de quantité de pertes, puisqu'on était à 5 mètres cubes par seconde au maximum des pertes. 5 mètres cubes par seconde, ça fait beaucoup. Et puis plus en aval, on a la retenue du Saut du Doubs, donc la station des Brenets. Alors la station des Brenets, elle a la chance, les Suisses ont installé une station de mesure de la hauteur d'eau du lac depuis 1893. 12 même. Et j'ai représenté la cote minimale du lac depuis 1993. Et puis depuis 1893, avec des mesures continues, on voit effectivement que 2018 se place en deuxième rang, juste après la sécheresse de 1906, photo à l'appui. Donc, effectivement, la sécheresse de 2018 sur le lac des Brenets est un phénomène exceptionnel d'une période de retour empirique de 100 ans. En 150 ans de données, de mesures, on n'a observé que 2 fois. Avec une cinétique et une inertie de la sécheresse de 1906 et de 2018 assez similaires. Hein, le plan d'eau, c'est représenté dans la figure-là, a baissé de façon avec une même inertie, une même cinétique qu'en 1906. En 1906, le plus bas a été observé en octobre, alors qu'en 2018, la cote la plus basse a été observée fin novembre. Et puis depuis 2018, qu'est-ce qui s'est passé dans les Hauts-Doubs ? Oui, parce qu'on est en 2022, il s'est quand même passé des choses et je ne vais pas vous laisser sans le savoir. Depuis 2018, j'ai reproduit le nombre de jours d'assec consécutifs du Doubs à Ville-du-Pont. Alors on voit qu'il y a une variabilité interannuelle assez forte. En 2021, on a eu des inondations presque des fins de période de retour 10 ans au mois de juillet. Et malgré tout, depuis 2018, tous les ans, le Doubs a connu un assec d'au moins 10 jours consécutifs. Et puis les années 2020 et 2022,
ont eu des assecs conséquents, et notamment en 2022, le Doubs a recoulé, enfin le Doubs s'est asséché le 15 mai et a recoulé lundi. Alors il est déjà à sec, mais avec les pluies qui vont revenir, c'est fini. Là, voilà. Et puis en termes de cote minimale du lac de Chaillexon, donc au niveau en aval des pertes sur la station suisse, eh ben on voit que finalement les années 2018 très basses, 2020 également très basses et 2022 également très basses. Les années 2018, 2020 et 2022 sont dans le top 6 des niveaux les plus bas depuis 140 ans. Donc on a effectivement une répétition des sécheresses exceptionnelles récentes, qui est un marqueur assez fort des sécheresses récentes. Si on va voir au niveau de la région, sur l'évolution de ces débits de sécheresse, donc c'est un travail qui est tout récent et qui est tout frais et qui est encore en train d'être peaufiné au niveau régional. On a on a identifié des stations hydrométriques par zone hydrologique cohérente pour avoir une répartition géographique régionale de l'évolution de ces débits des sécheresses au regard du changement climatique. Donc on a regardé, à chaque zone, on a une station hydrométrique référente qui avait connu au moins les années 2000, donc la sécheresse de 2003, et qui était hydrométriquement fiable, non influencée par des grands barrages ou par des pertes karstiques. Les premiers résultats qu'on observe, donc je vais aller assez vite. On a regardé deux paramètres, dans un des paramètres qui s'appelle le débit classé. Le débit classé à 10%, c'est quoi? C'est-à-dire que sur une période donnée, là par exemple sur l'année 2018 à la station du Rhin à Plancher-Bas, on classe par ordre croissant les débits journaliers et on regarde la valeur du débit qui est dépassée 10% du temps. On peut faire cette analyse également sur des années de 10 ans glissants pour regarder le débit qui est dépassé vers le bas 10% du temps. C'est le débit classé 10%. La première carte que je vous présente, c'est le nombre de sécheresses de période de retour supérieure à 5 ans, donc des sécheresses assez marquées. Le nombre de sécheresses qu'on a observé, donc de période de retour supérieure à 5 ans, qu'on a observé depuis 2015 jusqu'à 2021, donc c'est par décade, enfin par 10 ans. Donc si on était sur des sécheresses normales, on devrait avoir une valeur de 2, voire 3, sécheresse de période de retour 5 ans. Si on est supérieur à 3, eh ben effectivement, c'est qu'on a des sécheresses marquées, dures, plus fréquentes. Et on observe sur la région Bourgogne-Franche-Comté, sans trop de surprise, qu'effectivement, on a du rouge partout. Donc on a des sécheresses dures, plus fréquentes ces derniers temps, sauf sur certains territoires qui sont notamment influencés et soutenus par des nappes karstiques puissantes, des nappes de la craie sur le bassin de la Vanne, des calcaires nord-nivernais, le canal de Bourgogne également soutient sans doute Louche-Amont. Et puis la Loue à Vuillafan est influencée et soutenue sans doute par un karst qui est assez puissant et des pertes du Doubs qu'on a vues qui sont également assez puissantes et relativement assez bien préservées, avec également des choses auxquelles on s'attendait moins, à savoir que le Doubs à Besançon et puis sur sa partie aval est encore sous l'influence du soutien d'étiage apporté par notamment la baisse du lac des Brenets qui, en baissant, soutient largement les écoulements du Doubs. Et puis deuxième carte, c'est l'évolution. Donc j'ai regardé les débits classés à 10%. Et là, c'est la baisse, l'évolution de ce débit classé à 10%, qui était dans les années, qui était avant assez stable. Et on constate sur beaucoup de stations que les sécheresses sont plus fréquentes, les sécheresses sont un peu plus dures. Donc forcément, le débit classé à 10% baisse très fortement et baisse significativement. Il était assez constant jusque dans les années 2010 et puis depuis 2010 on a une baisse et on a une baisse qui est significative sur les substrats granitiques de tous horizons, Morvan et Vosges. C'est là où la baisse est la plus significative, à plus que 70% de baisse, et ailleurs on a quand même des baisses non négligeables, sauf sur certains territoires qui sont à peu près les mêmes que ceux qu'on a évoqués tout à l'heure. On a fait la même analyse sur les évolutions des débits de sécheresse dure et les débits de sécheresse continue.
Et donc voilà la synthèse. 2018, effectivement, se place dans les sécheresses les plus importantes dans le Haut-Doubs depuis les années 60, voire même depuis 1906. Donc effectivement, sur le lac des Brenets, donc en amont du Saut du Doubs, depuis 1906, on n'avait pas vu ça. 2020 et 2022 confirment encore des sécheresses exceptionnelles, enfin exceptionnelles, pas aussi fortes que 2018 dans le Haut-Doubs, mais qui sont quand même dans les top 6, les 6 sécheresses les plus fortes. Il y a 2018, 2020, 2022. Donc on a une récurrence des sécheresses qui effectivement devient une réalité du terrain et qui commence effectivement à remettre un petit peu en cause, en doute, la cyclicité que j'ai évoquée tout à l'heure, des sécheresses de 1976, 90, 2003. Bon, 2018-2020, on est dans le cycle. Ouais, il commence à durer ce cycle. Donc finalement, les sécheresses fortes qu'on observe aujourd'hui, effectivement, on va peut-être arriver sur une certaine normalité de demain. Les sécheresses exceptionnelles d'avant deviennent la sécheresse normale tous les 2 ans. On a des sécheresses fortes. Et l'évolution effectivement de ces débits de sécheresse dépend des territoires, selon la présence ou pas, notamment de ressources de nappes karstiques et de la craie puissantes ou pas. Et des grands barrages, mais les grands barrages, comme sur le bassin de la Loire, montrent leurs limites, puisque si les barrages ne sont pas suffisamment remplis, tout d'un coup, la ressource en eau qui était abondante tous les étés devient drastiquement très faible. Et tout d'un coup, tous les usages de l'eau qui, depuis 40 ans, la Loire, en été, a toujours connu de l'eau. Là, tout d'un coup, les barrages de soutien d'étiage commencent à avoir des niveaux très faibles. Et donc, pour ne pas vider les barrages trop rapidement, on diminuait le soutien d'étiage de la Loire. Et donc, tout d'un coup, depuis 40 ans, il n'y a jamais eu de problème de ressources en eau sur la Loire. Et là, tout d'un coup, le barrage qui était là et qui permettait de sauver la situation ne peut plus la sauver. Et là, tout le monde s'inquiète, tout le monde s'affole. Heureusement, la pluie est revenue fin août, début septembre, heureusement. Mais en 2018, la pluie en Franche-Comté était revenue début décembre, et pas avant. Et j'ai fini. Bien, merci Erwan pour cette présentation qui éclaire bien qu'il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour voir les changements du climat et ses impacts. J'imagine qu'il y a un certain nombre de questions qui vont arriver. Oui, moi, c'est une petite question sur les... Enfin, je vous ai déjà posé en direct, mais je vais la reposer là. C'est pourquoi en hydrologie, on ne prend pas des chroniques de 30 ans comme en climat pour avoir des indicateurs. Enfin, je pense à Météo France. Les données de référence, les dernières qui étaient 80-2010, viennent de passer de 91 à 2020. Pourquoi est-ce qu'on ne se cale pas pour avoir des indicateurs qui sont sur 30 ans comme sur le climat, ce qui facilite un petit peu, enfin, même si c'est le but de votre présentation, de montrer ce qu'on peut dire du changement climatique, de se caler un peu sur des indicateurs climatiques? Alors, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, à savoir que les stations hydrométriques qui ont 100 ans de données, il y en a 2 en Bourgogne-Franche-Comté, 3 avec la Suisse. Celles qui ont 60 ans de données, il y en a un peu plus, mais pas beaucoup. Celles qui ont 30 ans de données, on n'en a pas beaucoup. Donc l'analyse que l'Adréal a faite, c'est d'être plus modeste et de commencer à regarder sur celles qui ont connu au moins 2003. Et donc on a regardé et identifié les stations hydrométriques qui ont connu au moins 2003. Et avec ça, on avait un maillage suffisamment étendu pour voir ce qu'il en était. Voilà, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de... Alors effectivement, pour se rapprocher et s'écarter de cette variabilité interannuelle qui est forte, voilà, en 2021, on n'a pas eu de sécheresse, mais on a eu des inondations qu'on n'a jamais connues. Le 15 juillet et 14 juillet, on a été inondés, les campings ont dû être évacués. Enfin, phénomène de gouttes froides, inondations exceptionnelles, c'est aussi du changement climatique, c'est des événements extrêmes de précipitations très intenses, très fortes. Voilà, donc on fait ce qu'on peut et on essaie d'avoir des données moyennées, glissantes.
Et je vais reprendre. Hop. Voilà, le débit classé 10% du Rhin à Plancher-Borne et sur les Vosges, le massif des Vosges entre le territoire de Belfort et la Haute-Saône, où on voit que jusqu'en 2006, donc là on est sur des débits classés par décade glissante. Donc ça veut dire qu'en 2021, je prends les débits journaliers de 2012 jusqu'à 2021, je les classe par ordre croissant et je prends la valeur à 10%, et qui est de 50 litres par seconde. Et ben cette valeur à 10%, elle était à 170, voire même 200 litres par seconde dans les années 2000. Et on voit très nettement la rupture. C'est-à-dire qu'on a baissé, on a perdu 75% du débit 10%. Débit 10%, c'est plus d'un mois. C'est plus d'un mois dans l'année. C'est 36,5 jours, enfin 36, 37. Et donc du coup, si on va un tout petit peu plus loin, qu'est-ce que ce genre de... Est-ce que vous pouvez vous présenter aussi peut-être pour la salle, s'il vous plaît? Donc je suis étudiant en biologie, voilà, en master en agroécologie. Et donc, si on va un tout petit peu plus loin dans l'analyse, ce genre de chiffres, qu'est-ce que concrètement ça pourrait impliquer comme exemple? Alors, je m'occupe, moi, de mesurer les débits et de les mesurer bien. Donc, effectivement, moi, c'est des données qui sont complètement nouvelles, hein, que l'Adréal va diffuser auprès de ses partenaires. Notamment, l'Adréal a identifié des secteurs, il y a des secteurs qui ont été identifiés au niveau de la région, qui sont déjà connus en déficit d'eau quantitatif. Et il s'agira maintenant de croiser ces secteurs qui sont déjà en déficit quantitatif avec des secteurs qui sont éventuellement en baisse. C'est-à-dire qu'on n'est déjà pas bien et les sécheresses diminuent très fortement sur ce territoire. Donc là, c'est des secteurs où il va falloir être très, très proactif dans la démarche d'adaptation au changement climatique qui, sur certains territoires, est plus prégnant que sur d'autres. Première chose. Et deuxièmement, après, cette baisse des sécheresses, cette baisse des débits des sécheresses répétées, qui se cumulent finalement, a peut-être et commence déjà peut-être à avoir des impacts sur les populations piscicoles et sur l'environnement des rivières. Mais ça, c'est pas moi qui le dira. Moi, je dis juste qu'effectivement, il y a certains territoires où les sécheresses sont de plus en plus fortes et récurrentes. Et avec cette analyse-là, effectivement, en croisant en local avec les sections de fédération de pêche, l'OFB notamment, on pourra effectivement dire, oui, effectivement, sur ces territoires-là, ça baisse très fortement, donc il va falloir s'adapter plus rapidement à une baisse des débits, donc une baisse de la quantité d'eau disponible pour tout le monde, pour l'eau potable, pour l'agriculture, pour les... Voilà. Merci. D'autres questions? Oui. 2 questions, là Jean-Yves et puis... oui. Donc, Olivier Adam, donc bureau d'études. Je m'interrogeais quand je vois cette figure. Quand on parle de sécheresse, on pense surtout à changement climatique. Mais quand on voit cette courbe plus ou moins progressive, est-ce que ce n'est pas aussi lié à une pression d'origine anthropique croissante qui fait qu'en fait on a moins d'eau? Certes, il y a des sécheresses cycliques du changement climatique, mais qui s'additionnent peut-être à une pression anthropique croissante elle aussi. Alors, cette station-là, elle est perdue au fin fond des Vosges, il n'y a rien au-dessus. Mauvaise pioche. Mais ouais, plus globalement, on ne peut pas suspecter qu'il y ait une augmentation, je ne sais pas, de la consommation, alors soit pour l'eau potable, industrielle, milieu agricole, qui aggraverait la situation. Alors d'un point de vue quantitatif, toute l'eau qu'on consomme, on la rejette au milieu. Pas forcément de niveau même qualité, mais d'un point de vue quantitatif, hors évaporation, mais effectivement c'est l'évaporation et
l'aggravation du phénomène de la sécheresse, c'est l'évaporation qui augmente, les températures augmentent, donc les besoins des plantes sont plus forts et en plus ça s'évapore. Enfin, donc on est vraiment dans le schéma type de ce que le changement climatique nous prédit. Il n'y a pas eu. En fait, ce qui se passe sur les rivières, c'est qu'il y a des rivières qui sont influencées ou pas par des grands barrages et des retenues qui soutiennent ou non les milieux. Après, sur l'accroissement de l'usage de l'eau, on a peu de transferts d'eau entre bassins versants. Il y en a, ils sont connus. C'est du transfert d'eau pour l'eau potable, hein, principalement. Mais je ne pense pas que ce soit l'usage de l'eau. Puisque l'eau n'est pas perdue, elle est utilisée dans un procès. Alors, elle est perdue par évaporation sur certains usages, mais l'usage agricole en Bourgogne-Franche-Comté n'est pas exceptionnel. En tout cas, rien par rapport à d'autres régions de France, très peu. Et l'usage industriel, l'usage individuel, l'eau qu'on consomme, on la restitue tôt ou tard dans le milieu. Voilà. Oui, moi j'aurais deux petites remarques sur finalement l'aspect biologique de l'affaire au lac de Chaillexon. Ce qu'on a pu constater, c'est l'apparition, entre guillemets, de Litorella lacustris. C'est une petite plante qui ne pousse qu'après, enfin, à l'exondation. C'est une des rares stations de Franche-Comté qui est connue. Donc ça veut dire que pour elle, ça a été plutôt positif. Et puis, sur les rives, toutes les populations de moules d'eau douce ont crevé. Et je me suis posé la question, je n'ai pas regardé les résultats de l'LPO, je me suis posé la question des concentrations de fuligules qui, en hiver, se retrouvent sur le lac de Chaillexon et qui mangent justement des moules. Donc, des effets positifs, la littorelle qui peut refaire quelques graines, et puis négatifs, un certain nombre d'oiseaux d'eau qui n'ont pas trouvé leur pitance. Donc, c'était bon pour l'un, c'était mauvais pour l'autre. C'est la nature. Bien, une dernière question peut-être. Oui. Bonjour. Oui, moi je suis de la région, du pays de Montbéliard. On est quand même inquiet sur l'avenir, puisque là on a failli manquer d'eau, puisque le Doubs, on pompe l'eau potable dans le Doubs pour irriguer tout le pays de Montbéliard. Et là on était à la limite. Il ne faudrait pas que ça se dégrade de plus en plus. En sachant qu'ils avaient fait des tentatives de bétonner les failles et ça n'a pas marché. Alors, en fait, le système des failles et puis le système de ce que c'est pareil, le lac de Chaillexon est poreux, donc les bateaux mouches dans le lac sont pénalisés dans son activité. Par contre, si on vient boucher les failles, par exemple du Doubs qui vont vers la Loue, et ben dans ce cas-là, toute l'eau potable et tous les usages de l'eau sur la Loue, et il y en a beaucoup. Le bassin de la Loue alimente en eau potable tout le plateau intermédiaire entre Pontarlier et Besançon. Donc là, on a des usages de l'eau, donc la Loue va diminuer en débit. Et donc on va reporter ce débit-là ailleurs, mais c'est-à-dire qu'on va créer des problèmes sur un secteur particulier. On peut aussi éventuellement essayer de boucher les pertes du lac de Chaillexon pour qu'il y ait toujours de l'eau au saut du Doubs et que le bateau mouche puisse passer sans problème. Ok, mais dans ce cas-là, ça veut dire que les millions de mètres cubes qui sont dans le lac et qui ont été mobilisés parce que le lac s'est abaissé, eh ben ces millions de mètres cubes-là, ils n'arriveront plus à Mathey. Et Mathey, qui était déjà en difficulté cette année, il le sera encore plus. Donc, le système karstique franc-comtois et bourguignon aussi, mais en tout cas, le franc-comtois, je suis de Besançon, c'est le plus beau système karstique du monde. Le système karstique des pertes du Doubs et de la Loue, c'est un système karstique qui fait partie du patrimoine géologique national et qui a créé l'hydrologie locale de la Loue et du Doubs. Le Doubs, effectivement, à Ville-du-Pont, voit des assecs récurrents. Eh ben, c'est en train de devenir un oued temporaire. Voilà. Après, les systèmes des rivières qui s'assèchent en Franche-Comté, elles ne sont pas aussi grosses que le Doubs, à Ville-du-Pont,
Mais des rivières qui s'assèchent, c'est des rivières franc-comtoises karstiques, classiques. C'est nouveau pour le Doubs. Géologiquement, les failles s'agrandissent d'un point de vue géologique. Voilà. Mais effectivement, de toute façon, alors, après, il y a des moyens effectivement pour essayer de réduire ces pertes et retrouver finalement un fonctionnement et un écoulement dans le Doubs, ville du Pont. Hein. On n'est pas là non plus pour assécher. Et donc, il y a l'épage au Doubs-Haute-Loup est en train de réaliser des études pour refaire de la restauration morphologique et remettre des sédiments qui ont disparu. Là, le Doubs, à cet endroit-là, la dalle calcaire est vraiment à sec. Si on remet des sédiments, si on refait de la morphologie comme on l'a vu ce matin, on remet des sédiments, on va réimperméabiliser un petit peu la couche superficielle qui n'existe plus aujourd'hui. Donc si en renaturant finalement un écosystème morphologique local, en fait ces failles qui sont directement en contact avec l'eau, on va mettre un petit peu d'étanchéité naturelle avec les alluvions, les graviers, et par ce système de restauration morphologique que là le syndicat mixte au Doubs-Haute-Loup va mener des opérations et des travaux pour effectivement essayer de tempérer, de modérer finalement l'impact de la sécheresse qui effectivement est démultiplié par les pertes karstiques sur le secteur du Doubs. Et la source, elle se tarit à chaque fois là, dans les crises. La source, elle se tarit à chaque fois. La source du Doubs ? Oui, du Doubs. Alors la source du Doubs, effectivement, on a vu des photos aussi dans l'Est républicain et de la source du Doubs qui s'est asséchée. Alors la source du Doubs, il y a une station de mesure depuis 1980, par l'Adréal également. En 2018, c'était la première fois que ça arrivait depuis 1980. En 2020, on a eu également un assèchement. Et en 2022, on a eu également un assèchement. Donc ça confirme, enfin un assèchement, une baisse très forte. Ça confirme effectivement, 2018 était exceptionnel depuis 1980, donc c'était assez modeste, enfin, en termes de données. Et là, 2020-2022 confirme, donc on confirme qu'effectivement, il y a une certaine répétition des sécheresses dures, mais qui deviennent courantes depuis 2018. Merci.